Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Aura d'Experts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cathy Verquin, directrice régionale de la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec elle, on va voir son parcours, le rôle de l'institution Banque de France, sa vision de l'économie réelle et la relation que la sphère publique en général peut entretenir avec les experts comptables. Bonjour Cathy Verquin, on vous reçoit aujourd'hui dans notre 4e épisode du podcast. Vous êtes né un 15 février, on va vous lister 4 personnalités, vous nous direz de laquelle vous vous sentiez le plus proche. Galiléo, qui est personne visionnaire, rationnelle, courageux. Louis XV, cultivé, réservé, séducteur. Axel Red, engagé, authentique, sensible. Ou Claire Kem, lumineuse, sensible et affirmée. Oui, alors ça sera peut-être Axel Red, peut-être. voilà, oui. Plutôt engagé, alors. Oui, plutôt engagé. Oui, très engagé. Très engagé. Très engagé. On va voir ça tout au long du podcast et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. On va parler un petit peu de vous, également de votre enfance. Donc, vous savez que vous êtes fille d'agriculteur, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu dans quel environnement vous avez grandi, où vous avez grandi, parce que vous avez beaucoup voyagé, et beaucoup déménagé également. Et donc, on peut en savoir un peu plus sur vous. Oui, alors effectivement, je suis très fière de mes origines, puisque je suis une fille d'agriculteur et je suis née dans le Pas-de-Calais. Ça ne fait pas toujours rêver, comme département, souvent, la plupart ne connaissent pas. Non, je suis très fière, effectivement, parce qu'aujourd'hui, je considère que j'ai la chance d'avoir un poste qui est plutôt intéressant, qui a une vraie visibilité. Ça peut être vu de l'extérieur comme un peu une réussite sociale, ou pas un peu, d'ailleurs, une réussite sociale. Et j'en suis très fière, parce que je considère que voilà, c'est une belle vie d'avoir profité. Alors, j'aime pas trop cette formule profiter de l'ascenseur social ou bénéficier de l'ascenseur social. Moi, je pense que j'ai pris l'escalier social parce que ça m'a demandé quand même beaucoup de travail. Mais comme quoi, c'est possible. On peut effectivement partir du Pas-de-Calais, être fille d'agriculteur, connaître personne. Moi, je sais que quand j'étais jeune, mes parents me disaient « mais pour toi, ça sera plus compliqué parce que tu n'es pas fille d'avocat ». Pareil, ma mère fantasmait sur les avocats, pas les experts comptables, mais les avocats. Tu n'es pas fille d'avocat et tu n'es pas à Lille, parce que c'était la grande ville. Et donc, pour moi, ce serait plus compliqué. Et je pense que voilà, peut-être que j'ai voulu un peu une revanche sur la vie. Mais voilà, et en même temps, aujourd'hui, je suis très fière de ces origines. Et puis surtout, ça m'a donné un peu effectivement, quelque chose qui est important pour moi, c'est le travail, la centralité du travail. Je pense qu'effectivement, très jeune, on m'a dit que voilà, je devais travailler. Je n'étais pas ménagée ni parce que j'étais jeune, ni parce que j'étais une fille. Et puis cet esprit d'entreprendre, parce qu'en fait, un agriculteur, c'est un chef d'entreprise qui gère son bilan. Et donc voilà, donc cet esprit d'autonomie et cet esprit d'entreprendre et de toujours savoir rebondir, même quand on est dans l'adversité. Voilà, quand il y a un épisode de grêle qui vous met par terre toute une culture, quand il y a une épidémie auprès des animaux, des vaches, etc. Voilà, donc j'ai une sorte de, je pense, une résilience. Merci beaucoup. Du coup, votre rêve à l'époque, votre rêve d'enfant, vous saviez que vous vouliez travailler dans l'administration, prendre la direction de la Banque de France, peut-être pas. Donc, à quoi vous rêviez à ce moment-là ? Alors j'ai fait Sciences Po juste après le bac. Oui. Comme je ne savais pas trop, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, jusqu'au bac c'est un peu compliqué. Donc à l'époque j'avais pris un bac très généraliste qui me permettait de faire un peu ce que je souhaitais. Et puis je me voyais bien me lancer dans la politique. Parce que voilà, la politique c'était la gestion des affaires de la cité, c'était le fait de pouvoir avoir de l'impact, de pouvoir changer les choses. Et je me serais bien lancée dans la politique. Et puis après, donc, j'ai fait en fait Sciences Po, mes 3 années de Sciences Po à l'époque. Et là, j'ai découvert l'économie. Et vraiment, là, ça a vraiment été une révélation. D'ailleurs, par erreur, j'ai pris une filière droit public, mais c'était vraiment par erreur, par méconnaissance, toujours dans cette idée de faire du droit, de la politique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais passionnée d'économie. Et à la fin de 3 années où j'ai fait du droit public, alors ceci dit, le droit, ça structure, j'avais pris toutes les options économie. Et là, plutôt, je me suis orientée vers... c'était l'économie et la finance qui me passionnaient. Et ça, c'est une réorientation. Mais quand on est jeune et quand on n'est pas très conseillé par sa famille, qui ne sait pas vous conseiller, n'ayant pas beaucoup de réseau, voilà, j'ai fait une petite erreur d'aiguillage, mais je me suis rattrapée par la suite. Finalement, vous avez bien réussi. Et du coup, vous êtes tout de suite rentrée dans le public. Oui, c'est lié à votre souhait d'être plutôt engagé, la vision politique. Vous avez fait du coup tout votre cursus en public. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de votre carrière ?
Oui, alors déjà, le fait d'être rentrée dans le public n'était pas forcément mon choix premier, puisque comme je dis, avec des origines où mes parents étaient plutôt un esprit d'entrepreneur, ce n'était pas forcément la voie que je cherchais. Et c'était une belle rencontre. Enfin, il n'y a pas de hasard, il y a que des belles rencontres. Et quand j'étais à Sciences Po, un des profs d'économie qui était assez brillant venait de la Banque de France. Et c'est lui qui m'a fait rentrer à la Banque de France. Et donc, j'ai découvert la Banque de France grâce à cette rencontre. Et ça a été une rencontre de quelques minutes. Et il m'a amené le formulaire pour rentrer à la Banque de France. Après, oui, effectivement, je suis rentrée à la Banque de France et j'y suis restée, alors que vraiment, quand j'y suis rentrée, je m'étais dit, je ne passerai pas forcément ma vie dans la même entreprise. Là aussi, j'avais déjà un peu un esprit, j'aime bien le changement. Et puis d'ailleurs, j'aime bien cette formule où on dit, si tu as peur du changement, essaye la routine, elle est mortelle. Moi, j'aime bien cette formule. Et la routine, pour moi, c'est vraiment mortel. Et passer toute ma vie dans une même entreprise, c'était juste impossible. Il y a juste que j'ai eu la chance, ou que j'ai provoqué la chance de beaucoup bouger, on y reviendra peut-être, mais j'ai beaucoup bougé dans ma carrière. Donc à chaque fois, de découvrir des nouveaux territoires, des nouveaux collaborateurs, des nouvelles parties prenantes, et aussi de trouver des nouveaux métiers. Parce qu'à la Banque de France, on fait plein de métiers, et dans ma vie, j'ai fait plein de métiers. Donc croiser les territoires différents, les gens différents et les métiers différents, voilà, je n'ai pas vraiment rencontré la routine depuis que je suis à la Banque de France. D'accord. Ouais, c'est ce qui a fait que vous avez un parcours très riche et des rencontres. Vous pouvez expliquer peut-être quel poste vous avez eu au départ à la Banque de France pour qu'on comprenne un petit peu la Banque de France, finalement, qu'est-ce que c'est, ce qu'elle représente, un petit peu tout ça. Oui, alors effectivement, j'ai fait différents postes. Alors, je vous les liste comme ça en très accéléré. Voilà. Donc, j'ai fait Strasbourg. Ensuite, je suis partie à Dijon. Après, je suis venue à Lille. J'ai fait 2 postes à Lille. Ensuite, je suis partie directrice. Alors, dans cette région, j'étais directrice en Savoie, à Chambéry. Ensuite, à Brest, directrice du Finistère. Après, j'ai fait un break. Je suis partie en Afrique du Sud et puis un petit peu en Australie. C'était un petit break pour faire une respiration, une rupture par rapport à ma carrière. Et puis, donc, sur Paris, sur du projet informatique, directrice régionale à Lille. Et puis, donc, depuis un peu plus de 3 ans, je suis directrice régionale ici à Lyon. Donc effectivement, différents métiers. Je pense vraiment que j'ai fait à peu près tous les métiers. Alors après, il y a les métiers banque centrale que je n'ai pas forcément fait. Banque centrale à Paris, puisqu'on est une banque centrale même dans le réseau. Mais j'ai à la fois traité des sujets sur les particuliers. Donc j'ai été responsable d'un service des particuliers. Mais après, j'ai basculé aussi sur les entreprises, sur des études. Et puis après, j'ai cranté sur des postes plus de management, où on est vraiment sur du pilotage d'équipe. Et maintenant, je suis sur du pilotage de managers qui eux-mêmes pilotent des équipes, et je suis beaucoup dans les interactions avec les parties prenantes. J'interviens beaucoup en externe, je fais beaucoup de présentations des activités de la Banque de France. Donc je partage mon temps entre le pilotage via mon CODIR en interne de la Banque de France, ça c'est le pilotage interne, et je passe quand même beaucoup de temps. Quand je dis 50-50, c'est même peut-être 80% en externe et 20% en interne. Justement, dans votre rôle, vous expliquez ce que fait la Banque de France. Si vous pouvez nous succinctement, je ne sais pas si ça a été facile, mais d'expliquer le rôle de la Banque de France au sein d'entreprises particulières, comme vous avez un petit peu expliqué, pour qu'on comprenne vraiment concrètement ce que ça implique. Alors, je vais peut-être faire comme je fais avec mes collaborateurs, parce qu'on est une banque centrale, et j'insiste, on est peut-être la banque centrale au monde qui a la palette d'activités la plus diverse et la plus riche. Une banque centrale, et c'est pour ça que même auprès de mes collaborateurs, certains de mes collaborateurs traitent du surendettement ou de l'accueil des particuliers, ou sont vraiment focus sur d'autres métiers. Et parfois, ils pourraient perdre, je dirais, la ligne bleue des Vosges, de savoir pourquoi la Banque de France existe, ce que c'est qu'une banque centrale. Donc ça, je le rappelle toujours. Et après, mais je vous promets, en très synthétique, je vous dirai ce que l'on fait en version plus pointilliste. Mais globalement, une banque centrale, c'est quoi ? Ça, c'est vraiment le nœud gordien d'une banque centrale. C'est de gérer la politique monétaire, donc définir la politique monétaire, ça c'est la BCE, la mettre en œuvre, donc mettre en œuvre la politique monétaire. Et qu'est-ce que c'est que mettre en œuvre la politique monétaire ? C'est de gérer les liquidités, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de liquidités, la monnaie, qu'il y ait suffisamment de monnaie de qualité pour que l'économie fonctionne bien. C'est un peu comme le sang dans le corps humain, la monnaie, c'est vital, la monnaie. Donc ça, c'est les liquidités qu'on met en circulation, et le prix de l'argent, c'est le taux d'intérêt. Ça, je vous ai dit, ça c'est vraiment la colonne vertébrale. C'est ce pourquoi on existe à la Banque de France. Et ça, je le rappelle à mes collaborateurs. Et après, c'est le fruit de l'histoire. On est une très vieille entreprise. On a 225 ans d'âge. On est une création napoléonienne. Et depuis 225 ans, forcément, eh bien, on nous a greffé un certain nombre d'activités. C'est surtout le législateur qui nous a donné plusieurs activités. Donc, effectivement, on va commencer par les particuliers. Donc, les particuliers, c'est le traitement des dossiers de surendettement. Une personne qui est en difficulté peut venir à la Banque de France, remettre un dossier de surendettement. C'est gratuit, c'est confidentiel. Et on essaie de trouver la meilleure solution
solution entre les débiteurs et ses créanciers. Après, on a un panel d'activités très important d'accueil du public, parfois d'accueil du public en difficulté, et par exemple via le droit au compte. En France, on a cette chance d'avoir une loi qui a prévu le droit au compte pour les particuliers et les entreprises. Un particulier qui n'a pas de compte peut venir à la Banque de France et on va lui attribuer une banque et cette banque lui ouvrira un compte, voilà, avec le minimum, je dirais, syndical pour pouvoir vivre dignement avec un compte bancaire. Ça, c'est la partie particulier. Je vais peut-être être un peu plus détaillée sur les entreprises parce qu'en tant qu'expert comptable, c'est un peu ce qui vous intéresse. Oui. Voilà. Et alors, les entreprises, évidemment, on a beaucoup de relations avec les entreprises et là, je pense aussi qu'on est probablement la banque centrale qui a le plus d'interactions avec les entreprises, la banque centrale au monde qui a le plus d'interactions. Il y a notamment la cotation des entreprises. Alors ça, vous connaissez bien, forcément, déjà parce qu'on va se sourcer auprès des experts comptables pour récupérer les bilans de qualité grâce à votre travail. Donc, je salue le travail des experts comptables. Et la cotation, elle est extrêmement importante. Et là aussi, en très synthétique, en fait, on cote les entreprises parce que dans la mise en œuvre de la politique monétaire, les banques commerciales, quand elles viennent chercher de l'argent banque centrale auprès de la Banque de France, elles ne peuvent pas avoir de l'argent en blanc, elles apportent des contre-garanties, ce qu'on appelle dans notre jargon du collatéral, et elles peuvent apporter en fait soit de la dette publique, par exemple de l'OAT français en contre-garantie, mais aussi du papier privé, donc des créances privées, et donc des créances auprès des entreprises qu'elles ont elles-mêmes financées. Et pour être sûr de prendre des garanties de bonne qualité, en fait, on cote les entreprises. Donc la cotation des entreprises, ce n'est pas juste parce qu'on veut coter les entreprises, c'est juste parce que c'est vraiment lié à la gestion de la politique monétaire. Et donc cette cotation des entreprises, elle est extrêmement importante parce qu'en France, on en cote beaucoup. Je vous donne quelques chiffres. À la Banque de France, il y a toujours des chiffres. Vous ne pourriez pas y échapper. Chez nous aussi. Voilà, je pense aussi. Donc, on est en terrain connu. Donc, on cote 300 000 entreprises en France. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mes équipes cotent à peu près 40 000 entreprises. Donc, c'est toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 250 000. C'est petit, vous le savez, en tant qu'expert comptable. Donc, on descend très bas. Donc, on peut avoir même des petites entreprises qui sont cotées à la Banque de France. Du coup, ça se fait de manière automatique. Il faut demander sa propre cotation. Oui, alors, comment ça se passe, oui, alors c'est pas du tout automatique. En fait, automatique dans le sens où, en fait, c'est pas contrairement aux agences de notation que vous connaissez, les 3 majors, Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Là, c'est vraiment l'entreprise qui veut, par exemple, aller chercher de l'argent sur les marchés, qui doit se faire coter et qui va donc demander une notation à ces agences de notation. La cotation Banque de France, effectivement, c'est automatique dans le sens où l'entreprise ne la demande pas. Si elle dépasse le seuil d'1 250 000, à partir du moment où elle a un bilan, des experts comptables, qui est remis auprès de la DGFiP, c'est en fait la DGFiP qui nous injecte directement les bilans. On met des filtres et on récupère tous les bilans au-dessus d'1 250 000 et on les cote à la Banque de France. Okay. Alors peut-être quand même juste quelques secondes sur la cotation de la Banque de France. Ce n'est pas un rating. Souvent, on me pose la question, est-ce que c'est un rating ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être le sens automatique, j'insiste, c'est une cotation à dire d'expert. C'est-à-dire qu'évidemment, on a un mécanisme de cotation qui nous brasse tous les ratios que vous connaissez bien. On brasse le compte de résultat, l'actif-passif, le compte de résultat et toutes les annexes. On a une batterie d'indicateurs et en fait, on a effectivement une sorte de système expert qui nous préconise une cotation. Mais ensuite, on a systématiquement une validation par un expert, junior ou senior, qui est quelqu'un de très capé en termes d'analyse financière, comme vous d'ailleurs, et qui va attribuer la cotation, qui va appuyer sur le bouton final. Donc ce n'est pas effectivement un scoring, et ce n'est pas automatique, dans le sens où systématiquement, il y a au moins 2 yeux, voire 4 yeux, selon la criticité de l'entreprise, qui valident en fait la cotation. Et si, par exemple, pour un de nos clients, on n'est pas tout à fait d'accord avec la cotation, et que vous l'avez expliqué, ça a un impact après potentiellement sur l'obtention de crédit, est-ce qu'on a une manière d'influer sur ça ou de demander une modification parce qu'on n'est pas d'accord avec l'interprétation qui a été faite ? Est-ce que ça, c'est possible ? Oui, alors complètement. C'est même d'ailleurs une très bonne démarche. Parce que dans les sens... je vais être assez cash d'ailleurs dans mon propos. C'est-à-dire que sur les cotations, les meilleures notes à la Banque de France, nous, on fait vraiment attention de ne pas se tromper sur cette notation, puisque c'est le critère, en fait, ce qu'on appelle le critère d'éligibilité. Vous avez des cotations qui ne sont pas éligibles au refinancement à la Banque de France, et vous avez des cotations, les meilleures, qui sont éligibles au refinancement. Alors, c'est vrai que comme on est observé, on est benchmarké par la BCE, on fait attention que, évidemment, nos meilleures cotations soient bien ajustées. Donc, quand nous, on a un doute sur une bonne note, c'est nous qui allons faire la démarche d'aller voir le chef d'entreprise pour valider la qualité de notre cotation, pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé.
Parce que notre cotation, en fait, c'est un peu une prédiction à 3 ans. C'est-à-dire qu'on s'engage quelque part sur la résistance, la résilience de l'entreprise à 1, 2, 3 ans. Donc par voie, on va chercher de l'info, on va chercher le BP, le business plan de l'entreprise. Quand on voit des événements extra-financiers, on va aller chercher l'info. Par contre, je ne vous cacherai pas que pour les entreprises qui sont moins bien notées, qui ne sont pas dans le seuil d'éligibilité, quelque part, moi, je prends moins de risques. Par définition, il a une notation qui n'est pas éligible au refinancement. Donc là, une entreprise qui jugerait sa cotation trop dure, pensant qu'effectivement... alors, le cas le plus fréquent, c'est une entreprise qui a un trou d'air, qui a un mauvais bilan, qui a un trou d'air. Et là, nous, en fait, si c'est déjà une cotation qui est un peu moyenne, on va la décoter. Et parfois, on ne va pas prendre le temps de forcément solliciter l'entreprise, puisqu'on considère qu'on a tout vu dans le bilan. Mais vous le savez, en fait, un bilan sur une année, parfois c'est un peu court. Voilà. Et nous, on est très prudentiel, on est très prudent. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être une très bonne idée que le chef d'entreprise nous sollicite ou que vous l'accompagnez, parce que vous êtes quand même son tiers de confiance. Vous pouvez l'accompagner et venir nous voir et nous expliquer que, par exemple, c'est juste parce que c'est une année qui a un trou d'air, que dans les faits, la trésorerie est très large, il a un peu mangé de trésorerie, voire des fonds propres quand il est en perte, mais qu'en fait, il va se refaire et que d'ailleurs, vous avez un BP, que peut-être vous lui avez fait un BP, je pense que ça fait partie aussi des travaux des experts comptables. Et si vous nous voyez que vous nous prouvez que finalement, il y a eu un trou d'air, mais que c'était vraiment qu'un trou d'air passager, nous, on peut très bien revoir la cotation. C'est vraiment une cotation à dire d'experts. On a vraiment la main sur cette cotation. Ouais. D'accord. Et du coup, vous adressez aujourd'hui, de manière automatique, je disais, c'est dès lors qu'on franchit le seuil des 1 250 000 € de chiffre d'affaires, si j'ai un chiffre d'affaires qui est en deçà du 1 250 000, est-ce que je peux demander volontairement une cotation? Comment ça se passe? Non, alors ça, je sais que parfois je fais des déçus, parce que très clairement, cette cotation, elle sert essentiellement aux banquiers. Pour 2 choses. Donc, effectivement, les banquiers, quand ils prêtent à une entreprise qui est bien notée chez nous, ils peuvent se refinancer à la Banque de France, c'est du collatéral. Et puis, ça permet aussi à l'ACPR, on n'en a pas parlé, l'ACPR, c'est le superviseur, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est le superviseur. Et donc, ça permet aux banques de calibrer leurs fonds propres. Donc, plus elles prêtent à des entreprises mal cotées, plus elles devront immobiliser de fonds propres, et plus elles vont prêter à des entreprises bien cotées, moins elles vont devoir immobiliser de fonds propres. Et donc, c'est vrai que parfois, on a des entreprises qui sont en dessous de ce seuil, qui sont très contents de leur performance et qui voudraient avoir finalement cette notation parce qu'elle sert pour les banquiers. Mais je sais qu'il y a parfois des chefs d'entreprise qui vont utiliser leurs notes. J'ai déjà vu des chefs d'entreprise, quand ils soumissionnent des appels d'offres, dans les éléments, les documents qu'ils remettent, parfois ils remettent la cotation de la Banque de France en disant mais voyez, vous avez vu mon bilan, parce que souvent les acheteurs demandent les bilans pour voir quelle est la résistance et la résilience en fait de leur candidat à être fournisseur. Mais parfois certains chargent un peu en mettant le document de la Banque de France avec la notation. Et non, c'est pas à la carte. Il faut vraiment qu'on respecte ce seuil. Le seuil, d'accord, très important. Vous parliez du rôle principal vis-à-vis de la BCE, de dire on met en place les politiques monétaires. Est-ce que vous avez des relations avec vos homologues étrangers? Comment tout ce petit monde cohabite? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau européen? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'on me pose souvent la question, quand je dis parfois, mais nous, à la Banque centrale, nous, à la Banque de France, on me dit, mais là, quand tu dis nous, tu parles de qui? Tu parles de toi, la Banque de France, ou tu parles de la BCE, ou tu parles de la zone monétaire? En fait, moi, maintenant, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je dis nous, à la Banque centrale, dans les faits, la plupart de nos projets sont européens. Quand on regarde, c'est très clair, on a une seule politique monétaire. Donc c'est la politique monétaire des 20 pays de la zone euro. Bientôt 21, puisqu'on a la Bulgarie qui va nous rejoindre, petit pays, mais pays quand même à 6 millions d'habitants, je crois, qui va nous rejoindre début 2026. Donc on a une seule zone monétaire, on a une seule politique monétaire. Les injections de liquidités, le volume de liquidités, c'est vraiment décidé à l'échelle européenne. Et on a un seul taux d'intérêt. C'est incroyable quand même. À 20 pays, vous vous rendez compte, à 20 pays, on a une seule zone monétaire sur quelque chose qui est un enjeu majeur de souveraineté, la souveraineté monétaire. Et j'en parle volontiers ici, parce que quand on voit les difficultés qu'on a parfois à se mettre d'accord sur d'autres chapitres, plus budgétaires,
de politique économique, voire de politique de la défense, d'Europe de la défense. On a réussi à se mettre d'accord sur un enjeu de souveraineté très fort. C'est quand même l'enjeu de souveraineté, c'est de battre monnaie, de frapper monnaie. C'est vraiment important. Et ça, on a réussi à se mettre d'accord. Donc aujourd'hui, c'est vrai que toutes les décisions sont prises par la BCE, mais à la BCE, c'est le Conseil des gouverneurs. Et le Conseil des gouverneurs, c'est vraiment un collectif très fort. Il y a le directoire avec Christine Lagarde, dont je suis très fière, présidente de la BCE. Le directoire, donc ça c'est la petite équipe au sein de la BCE, et après ce sont les 20 gouverneurs qui se réunissent. En gros, ils se réunissent à peu près tous les 6 semaines, et ce sont vraiment des décisions qui sont collégiales. Il y a vraiment je dirais la loi du compromis. Hein. Évidemment, vous vous doutez bien que quand on remonte les taux ou on baisse les taux, à des moments donnés, il y a parfois un momentum qui n'est pas le même pour tout le monde. Et quand on a eu par exemple la flambée de l'inflation post-Covid, vous savez qu'il y avait des gros écarts. On avait des pays, alors par exemple les pays baltes, qui étaient plus captifs notamment des prix de l'énergie, qui avaient une inflation à plus de 10%. Et puis on avait en pic, hein, maintenant évidemment on est revenu à 2%, et on avait des pays qui étaient avec de l'inflation beaucoup plus basse. C'était du simple au double. Au sein d'une même zone monétaire, on avait de l'inflation qui était du simple au double selon les pays. Forcément, vous imaginez bien que les décisions pour remonter les taux, quand on remonte les taux, ça freine l'économie, ou pour baisser les taux quand c'est en système inverse. Parfois, il peut y avoir des chocs qui soient différents entre le Portugal ou la Lettonie ou l'Estonie. Et bien, en dépit de ça, ils arrivent toujours à se mettre d'accord. Ça, c'est quand même, enfin moi je suis très très fière de ça. Il y a vraiment cette logique du compromis, du collectif. Et donc toutes les décisions sont aujourd'hui européennes. On travaille sur des infrastructures de paiement avec des projets européens. On travaille sur l'euro numérique qui est un projet européen. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai du mal encore à trouver des sujets vraiment franco-français dans notre belle maison. La plupart des sujets sont plus ou moins drivés par l'Europe et par le collectif européen. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et du coup, vous, dans votre quotidien, vous avez des intervenants de tout pays, vous consultez aussi les autres pays. Est-ce que vous faites des remontées d'informations après pour les décideurs? Comment concrètement ça se passe, cet aspect-là? Oui, alors concrètement, c'est vrai que concrètement, moi je suis vraiment très opérationnelle. Moi je suis directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai 14 unités, un peu moins de 400 personnes sur la région Aura. On est plus dans la mise en œuvre. Moi j'ai moins d'interactions évidemment avec les États au sein de la zone euro. C'est plus au niveau du gouverneur et de toutes les équipes qui sont à Paris. À Paris, évidemment, on a des équipes, que ce soit sur les études, le service des études, le service, on a la direction générale des opérations, qui est plus la partie, monétaire, on a une salle des marchés. Là, il y a des interactions et les groupes de travail sont européens en permanence. On va sortir probablement un nouveau billet, même chose, les interactions sont européennes. Donc c'est vrai que ce n'est pas à mon niveau. Mais dans les faits, quand je vais à Paris, alors moi j'ai la chance, en tant que directrice régionale, je fais partie d'un COMEX. Le COMEX, c'est l'ensemble des directeurs régionaux. Et notre gouverneur François Villeroy de Galhau intervient systématiquement à chaque COMEX tous les mois. Il prend au moins 1 heure avec nous, à la fois pour nous diffuser l'information descendante par rapport à ce qui est décidé à l'échelle européenne. Décision, c'est l'Europe, et puis mise en œuvre chez nous. Et nous, on remonte aussi pas mal d'infos. Donc l'interaction, elle est plus en sens je dirais pas top-down, mais plutôt bottom-up. C'est-à-dire que notre gouverneur vient vraiment capter de l'information terrain. Parce que lui, quand il va à Francfort, l'essentiel des réunions se passe à Francfort, il aime bien avoir vraiment la connaissance économique, conjoncturelle, vraiment terrain. Et ça, c'est vraiment important. Il nous pose des questions sur, par exemple, le financement. Parce que parfois, il me dit, tiens, j'ai croisé quelqu'un qui me disait qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à se financer. Est-ce que vous, qui êtes vraiment sur le terrain, vous qui êtes en interaction avec ces entreprises, les 40 000 entreprises que je cote chaque année, est-ce que vous, par exemple, vous avez ce ressenti-là? Ou est-ce que c'est juste une caisse de résonance qui n'a pas de sens? Voilà, donc c'est plus dans ce sens-là où notre gouverneur, quand il part à Francfort, il aime vraiment avoir une connaissance extrêmement précise de la situation économique de ce pays pour en fait pousser les bonnes décisions. À un moment donné, est-ce qu'on va encore baisser de 25 points de base nos taux banque centrale début d'année prochaine? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Voilà. Et ça, voilà, il vient vraiment sonder le terrain. Et ça, moi, je suis très fière d'avoir voix au chapitre chaque mois quand notre gouverneur nous sonde et il interroge tous les directeurs régionaux sur la situation de mon terrain. D'accord.
Merci beaucoup, c'est un peu plus clair en tout Ouais. cas. Par rapport à cet aspect-là, en tant que dirigeante publique et dans le dialogue que vous construisez avec les entrepreneurs, enfin, je pense qu'aujourd'hui en tant qu'expert comptable, on représente les entrepreneurs, vous représentez de votre côté la sphère publique, dans le dialogue qui s'instaure et du coup dans la vision que vous avez, enfin, le pouls que vous prenez au niveau de l'économie réelle, comment du coup, vous remontez les informations au gouverneur de manière régulière, ça on l'a bien compris. Par contre, comment vous allez sur le terrain pour savoir ce qui se passe? Voilà. Oui, parce que alors, vous avez bien la notion, là aussi, je suis en terrain connu, un bilan, c'est super, c'est très riche, sauf qu'en fait, c'est une fois par an. Voilà. Et donc, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, si je me calais que sur les bilans, j'aurais une vision essentiellement sur les 31-12-2024, voire, alors maintenant, on a les 30 juin, mais ce n'est pas le gros du nombre de bilans. Alors, heureusement, on a des enquêtes de conjoncture qu'on mène tous les mois. Donc, ça, c'est... Et là, je salue vraiment mes collègues à la Banque de France, les hommes et les femmes de la Banque de France qui interrogent tous les mois les chefs d'entreprise. Et donc, au plan national, on interroge 8500 entreprises et 1200 en Auvergne-Rhône-Alpes. On a 1200 chefs d'entreprise qui sont appelés tous les mois sur une période très courte, parce que vers le 6-7 du mois, le gouverneur souhaite avoir une remontée d'informations terrain. Et là aussi, attention, ce n'est pas le questionnaire de plage qui est envoyé au chef d'entreprise et il y répond quand il veut. C'est vraiment, on a une segmentation très précise en termes d'échantillons. Vous savez que le principe d'un échantillon, si vous interrogez des petites entreprises, si vous interrogez 1%, même si vous passez à 10%, vous n'améliorez pas la qualité de la restitution. Donc on a un calibrage qui est très précis, secteur par secteur, taille d'entreprise par taille d'entreprise. Et tous les mois, donc, le chef d'entreprise est appelé. Donc c'est encore au téléphone. Ça peut sembler un peu improbable, mais sur 4-5 jours, c'est pour ça qu'on est nombreux à faire ces points de conjoncture tous les mois. Et chef d'entreprise, alors c'est volontaire, il a accepté de répondre à nos enquêtes. Et puis il a intérêt, parce que s'il ne répond pas au premier coup de fil, on le rappelle 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous avez intérêt à répondre au premier appel, parce que de toute façon, on ne vous lâchera pas. On a quasiment 100% de taux de réponse. Et donc, nos questionnaires qu'on mène chaque début de mois nous permettent de faire les projections de PIB. Et là, typiquement, vous avez vu, donc on suit ça de près. C'est vrai que la période est compliquée. On a un génie national pour surenchérir en plus sur la complexité géopolitique mondiale. Donc, on est très très fort en ce moment. Et voilà. Et donc ça, c'est comme ça qu'on sort les projections de PIB. Là, on sait que le T1, le premier trimestre, on a fait 0,1. Le T2, on a fait 0,3. Le T3, on est plutôt sur 0,5. Ça peut sembler bizarre, mais on a une petite accélération sur le T3. Et donc, cette petite interview tombe très bien. On a sorti hier les résultats de notre enquête donc sur le mois d'octobre. Et là, on prévoit encore une légère progression sur le T4 2025. Là, vous croisez les données du coup, des sondages qui sont effectués. C'est ça. Et avec la DGFiP peut-être, avec les déclarations fiscales ou pas forcément? Non, alors on ne croise pas avec la DGFiP, mais par contre, on a beaucoup d'échanges et je connais très bien le directeur régional des finances publiques. Il a d'ailleurs eu une initiative qui est assez intéressante. Il a lancé les petits déj de l'écho. Donc tous les 2 mois, on se rencontre, mais aussi avec justement Damien Cartel, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les chambres, la CCI, la Chambre des métiers, et on croise nos données. Mais nous, on a vraiment une méthodologie où on va vraiment chercher la data auprès des chefs d'entreprise, et c'est une data qui est, comme je le disais, en fait, c'est quasiment introuvable d'avoir une telle fraîcheur de data. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'on est à fin octobre, et en gros, vers le 5-6 novembre, on a une situation précise de la santé économique des entreprises du mois précédent. C'est compliqué d'avoir des remontées de data aussi rapides, à part faire du phoning auprès de chefs d'entreprise et de concaténer tout ça très rapidement. Voilà. Mais bien sûr, on échange avec toutes les parties prenantes. Vous l'avez dit, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez beaucoup voyagé, beaucoup bougé. Est-ce que cette richesse culturelle, j'imagine que ça doit vous apporter au quotidien? Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience ou comme bienfait? Et dans votre quotidien aujourd'hui, l'impact que ça peut avoir, ce schéma-là? Oui, alors le fait de beaucoup bouger, on devient un peu comme les chats, c'est-à-dire que voilà, on retombe un peu toujours sur ses pattes. C'est vrai que c'est vraiment une force. Moi, j'aime beaucoup. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais le fait qu'à chaque fois qu'on change, c'est vrai que par exemple, quand je suis arrivée à Lyon en juin 2022, je connaissais personne en interne.
parce que j'étais pas trop venue dans cette région. Alors aussi sur Chambéry, mais c'est dans mon scope, mais moi je vois surtout les gens de Lyon. En interne, je connaissais quasi personne, donc à chaque fois il faut se réadapter par rapport à une organisation. Et puis l'organisation, c'est important. Enfin, moi, je ne sais pas si vous connaissez la formule de Peter Drucker, hein, qui était donc un professeur de management et d'organisation, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et qui disait en fait la force des organisations, c'est de faire en sorte que des gens ordinaires puissent faire des choses extraordinaires. J'aime beaucoup cette formule, mais donc à chaque fois l'organisation elle a un peu son canevas, et quand on arrive il faut s'adapter à un nouveau canevas, et puis il faut y aller, il ne faut pas s'endormir en disant je vais faire comme le précédent. En même temps il ne faut pas non plus pas être orthogonal et braquer les équipes. Donc ça voilà, on commence à être un peu le roseau, c'est-à-dire qu'on arrive puis on s'adapte, et en même temps il faut quand même faire bouger les choses. Les équipes sont en attente de ça, de faire bouger les choses. Et puis en externe, ce qui est aussi génial, mais j'aime beaucoup, c'est aussi ce côté d'arriver avec toute des parties prenantes aussi qu'on ne connaît pas. Et ça, à chaque fois, il y a un petit moment où ça picote un peu, là, dans le ventre, là, ça picote un peu, parce qu'on se dit, mais voilà, les premières réunions, on y va, on ne connaît pas un nom, on peut faire des bourdes parce qu'on ne repère pas les gens se connaissent. Moi, je me rends compte qu'en face de moi, les chefs d'entreprise, typiquement, heureusement, hein, d'ailleurs, souvent ne bougent pas trop. Donc, ils se connaissent depuis très, très longtemps. Ils ont parfois tout un historique. Et nous, quand on arrive, on arrive et on ne connaît personne. Mais en même temps, c'est vrai que mes expériences passées font que je sais comment fonctionne un DRFIP. Je sais comment fonctionne une chambre de commerce, une chambre des métiers. Donc, j'ai quand même une structure de la pensée qui fait que je peux me rattraper aux branches. Mais après, ce qui fait la richesse, honnêtement, on l'a toujours dit, mais ce sont les hommes et les femmes. Et là, il y a une grande variété. Et ça, à chaque fois, ça c'est vraiment, quand on parle de richesse, pour moi, c'est vraiment cette richesse de redécouvrir des gens différents. À chaque fois, ça redonne une sorte d'élan. J'aurais eu du mal à ne pas bouger et à rester dans mes rails au même endroit très longtemps. Je pense que là, la routine est ce qui est tout pour moi. Et vous expliquez de vos collaborateurs qu'il faut réussir à les embarquer dans les idées que vous pouvez avoir, effectivement, de proposer des nouvelles idées sans brusquer les choses. Ça, est-ce que vous avez quelques tips peut-être à donner? Parce que nous, dans nos métiers, on a un peu cette problématique-là aussi. Notre métier est en constante évolution, surtout là aujourd'hui. Et il faut qu'on embarque nos équipes. Vous avez dû le faire à multiples reprises. Est-ce que vous auriez un conseil à donner de manière un peu générale? Oui, alors j'aime bien cette petite notion de tips, parce que là aussi, j'ai beaucoup progressé. Il y a longtemps que je suis à la Banque de France, donc pour le coup, j'ai le bénéfice de l'expérience. Je vais pouvoir faire une VAE, une valorisation des acquis de l'expérience. Quand je suis rentrée à la Banque de France, d'office, j'étais sur un poste de manager. Et à l'époque, on ne nous formait pas trop au management, on nous formait au métier, ce qui est hard, les connaissances hard, mais pas les soft. Technique. Voilà, pas les soft skills. Et puis on avait considéré que quand on avait fait Sciences Po, on savait manager par définition. J'avais jamais managé personne, mais bon, c'est pas grave. Et moi, je le pensais aussi. Moi, je me disais, manager, c'est quand même pas très compliqué, quoi. On dit bonjour aux gens. Enfin voilà, on regarde les tableaux de bord, on fait des réunions. Et puis voilà. Bon, ceci dit, depuis, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Je pense qu'effectivement, il faut aimer les gens. Moi, j'aime beaucoup les gens. Ça, c'est quand même, c'est le minimum pour manager. Et depuis, je suis beaucoup de formations. Donc, je suis dans un club APM, l'Association pour le progrès du management. Et ça me prend quasiment une journée, une grosse demi-journée par mois. Tous les mois, je consacre à mon club APM. Et à chaque fois, on a un expert. Et pour le coup, je me rends compte qu'il y a des trucs qui marchent. Voilà. Et ça, c'est assez jouissif d'ailleurs, parce que quand on se rend compte que finalement, il y a des tips qui marchent. Voilà, pour embarquer les équipes, moi, j'ai un peu une technique, c'est quand même déjà de prendre le temps de faire un petit diagnostic. Et les gens peuvent être très différents, sans être des gens à problème. Mais par exemple, on a des gens il y a un diagnostic qui dit, on regarde un peu le poids entre... Alors, je vous le fais, le petit diagnostic, hop. Voilà, c'est H, c'est l'hystérie, c'est le fait que vous ayez envie de sortir de chez vous, d'être joyeux, de rencontrer les gens. Hop, O, c'est l'obsessionnel, le fait qu'on aime bien que les choses soient bien rangées, que ce ne soit pas le bazar, que les fichiers Excel soient bien rangés dans les répertoires et que tout le monde s'y retrouve. Je pense que vous avez tous envie de ça, en tant qu'expert comptable. Voilà. Et puis, le P, c'est la phobie. On a tous peur.
On a tous peur du changement, peur du nouveau directeur, peur de déménager, peur, voilà. Et donc ce dosage, il est parfois différent de l'un à l'autre. Et moi, souvent, je fais ce petit diagnostic, hop, voilà. Ça sera mnémotechnique, vous demandiez des tips. Et par rapport à ça, on ne manage pas de la même manière quelqu'un qui a le H très développé. Lui, on va plutôt le mettre à la communication. On ne va pas le mettre justement à l'audit, hein, si lui, il aime bien être plutôt dans la communication. Et quand on embarque les équipes, en fait, il faut vite faire le diagnostic de ces interlocuteurs et de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et quelqu'un qui va être plus avec la phobie ou l'obsessionnel, il faut être plus dans le côté balisé. Dire, on va faire un événement, on va le faire dans 6 mois, mais t'inquiète, 4 mois avant, on va se faire un point. 3 mois avant, on fera un autre point, on décidera du lieu, on met des balises, voilà. Alors que quelqu'un qui va être plus dans le côté un peu le H très développé, l'hystérie très développée, lui, il a plus envie d'être en freestyle, il a plus envie d'avoir les coups des franches. Si je commence à lui dire que toutes les semaines, je veux qu'il m'explique à quoi il en est de l'organisation de l'événement, je vais tarir complètement sa créativité. Voilà, donc c'est mon petit diagnostic. Et puis après, quand j'ai fait le petit diagnostic, souvent il ne change pas beaucoup d'ailleurs. Même avec l'âge, on garde ces pourcentages. Et par rapport à ça, j'adapte mon management. Bien retenir. Toujours dans la relation humaine, du coup, de s'adapter aux autres finalement. Et s'adapter soi et pas être trop figé dans un mode de management qui vous est propre, changer les autres. Et pas changer les autres. On peut tenter, mais c'est pas évident. Ouais. J'ai une petite question. Moi, j'essaie de vous représenter une institution qui a 225 ans. On représente tous les deux une institution qui vient de fêter ses 80 ans au mois de septembre. Du coup, vous êtes notre aîné à ce niveau-là. J'aimerais savoir... Largement, oui, tout à fait. Comment, aujourd'hui, la Banque de France, vous-même, vous voyez l'institution des experts comptables. C'est un métier qui est en pleine évolution avec les arrivées de la facture électronique, de l'intelligence artificielle. On va de fait évoluer, on va devoir changer. Comment la Banque de France perçoit notre profession ? Alors, effectivement, vous faites partie des professionnels du chiffre, nous aussi. Donc là, ça nous va bien. Vous êtes vraiment un fournisseur de data. Et aujourd'hui, on le sait, on le voit d'ailleurs avec l'IA, avec tous les enjeux autour de l'IA. Aujourd'hui, les data, pour moi, c'est comme le pétrole, le gaz, ça fait partie des commodities. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une vraie richesse, la data. Donc, vous avez un rôle essentiel de collecte de data, de fiabilisation de la data, ça aussi c'est important. À l'époque aussi des fake news où on entend tout et n'importe quoi, surtout parfois n'importe quoi. Je crois que c'est important d'avoir la data, donc vous avez une vraie richesse, comme moi j'ai de la richesse avec toutes les datas que je collecte et que je triture pour les mettre au mieux, pour les mettre en forme. Vous faites la même chose. Et puis effectivement, vous avez ce rôle de fiabilisation et ça c'est extrêmement important. Pour nous, le fait de se baser sur de la data qui est fiable, c'est vraiment très très important. Et c'est amusant parce que ce matin, j'ai animé une petite réunion justement en interne et j'expliquais en fait toute l'importance de la data et du côté fiable. C'est-à-dire que moi, je participe souvent à des tables rondes et on a beaucoup d'interlocuteurs qui ont des infos, mais qui sont un peu des infos un peu floutées. Tiens, j'ai entendu dire que les banquiers prêtent plus. Voilà. J'ai entendu dire que l'investissement des entreprises s'effondre. J'ai entendu dire que le petit commerce, j'ai entendu dire que les artisans, voilà. J'ai entendu, il paraît que, voilà. Et moi, à chaque fois, en tant que banque centrale, je ne peux pas me permettre d'avoir des discours café du commerce. Moi, je vais chercher la data. Donc, grâce à vos bilans, je peux faire des extractions, grâce aux enquêtes de conjoncture. Et moi, je ramène les choses, voilà. Et c'est parfois amusant parce qu'on peut démarrer une réunion où les gens disent « il paraît que les banquiers prêtent plus », voilà. Alors moi, je sors quelques slides. Je montre par exemple qu'à fin septembre, le financement des entreprises par les banquiers, notamment sur la partie investissement, supérieure à 1 an, elle progresse encore de 2%, voilà, sur 12 mois glissants. Donc je présente ça et après je redemande à la salle, est-ce que vous êtes aligné avec ça ? Oui, ça nous semble pas mal. Alors je ne comprends pas, il paraît que, on entend dit que, moi je donne les chiffres, les vrais chiffres, ce que les banquiers me déclarent tous les mois. Et là je dis, mais vous vous y retrouvez ? Et bizarrement, là, les gens s'y retrouvent. Voilà. Je crois que vous faites un métier qui est extrêmement important dans la collecte de data et la fiabilisation de data dans une période où on remet en cause beaucoup de choses, même parfois des certitudes. Et vous, au moins, en fait, vous nous délivrez de la data de qualité. Et c'est hyper important. On sait que les administrations nous font confiance et on a confiance dans l'administration. Ce n'est pas toujours le cas des entrepreneurs qui parfois ont peur de l'administration, pas forcément de la Banque de France, mais plutôt de l'URSSAF, de la DGFiP, de dire voilà, si j'ai un contrôle, ça va forcément mal se passer. Comment la sphère publique en général, vous pensez quel rôle elle a joué pour rétablir un peu cette confiance
où on a peur du gendarme plutôt que s'appuyer sur l'administration pour évoluer. Oui, alors c'est vrai qu'on a, alors moi en tant que banque centrale, bizarrement, hormis pour les banques où il y a le rôle du superviseur, dans les faits, en tant que banque centrale, je ne suis pas du tout dans la sanction. La Banque de France ne sanctionne pas. Je ne parlerai pas pour mes compatriotes à l'URSSAF ou à la DRFI, vous les interrogerez directement, j'en suis sûre. Mais c'est vrai que parfois on est vu une institution et parfois vu un peu comme avoir un rôle de sanction, ce qui est un peu étrange, alors qu'au contraire, on est vraiment plutôt un phare ou une ancre. Aujourd'hui, le fait que la Banque centrale existe et qu'on ait par exemple une zone monétaire et une monnaie sous contrôle, le fait que vous ne vous posez jamais de questions, quand vous retirez un billet au DAB, vous ne commencez pas à le regarder sous toutes ses coutures, vous êtes persuadé que c'est un billet vrai, parce qu'il a été trié par des collègues de la Banque de France, parce qu'on passe par des transporteurs de fonds qui sont accrédités. Vous avez une confiance dans l'institution, vous avez une confiance dans la monnaie, c'est vraiment une force. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui quand même, notamment quand il y a des crises, je pense que quand il y a des crises, que ce soit les chefs d'entreprise ou les particuliers, ils ont quand même bien conscience qu'on est là pour les aider plutôt que de les sanctionner. C'est-à-dire que le fait que, typiquement, on l'a eu avec la Grèce, quand il y a eu le souci sur la Grèce et qu'il y a eu la crise des dettes souveraines, c'est pas si vieux que ça, c'était en 2012, voilà, le fait qu'immédiatement, le réflexe des Grecs, leur premier réflexe, était de retirer du cash pour le mettre dans des coffres. Parce qu'ils avaient conscience qu'ils avaient plus confiance dans le billet de banque centrale que dans la banque commerciale. Comme quoi, une institution, elle est là pour protéger. On s'en rend compte. Voilà. Quand on a eu une flambée de l'inflation, moi, je me souvenais que les chefs d'entreprise qui avaient du mal à s'en sortir, qui n'arrivaient plus à faire leur grille tarifaire, qui n'arrivaient plus à négocier leur NAO avec leurs salariés, qui ne savaient plus si l'inflation elle allait de 3, de 4, de 5, qui perdaient du pouvoir d'achat, ils me disaient « mais qu'est-ce que tu fais là ? La Banque centrale, elle doit bien faire en sorte que l'inflation est à 2%. » Et donc, je pense quand même que, de manière un peu reptilienne, les particuliers comme les chefs d'entreprise ont quand même bien conscience qu'on est là pour les aider et pas les sanctionner. Mais plus quand ça tangue un peu, quand il y a un peu une grosse tempête. J'ai une dernière question sur cette partie-là, notamment, on dit qu'il n'y a pas de sanctions. Parfois, il y a des sanctions avec la notation, avec la cotation, avec FIBEN également, avec l'interdiction bancaire. C'est une chose du coup, sur lesquelles vous avez un pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est une chose qu'on entend nous, en tant qu'expert comptable, en tant que dirigeant, l'interdiction bancaire, la cotation FIBEN 50, FIBEN 60, très rapidement, parce que c'est des choses qui sont concrètes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, hein? Oui, alors c'est pas vraiment de la sanction. Alors bien sûr, c'est une sanction pour celui qui a sa note décotée quand c'est une entreprise, ou quand c'est un chef d'entreprise qui a une cotation dégradée, parce qu'il a eu plusieurs dépôts de bilan, voire une interdiction de gérer. Mais en fait, c'est plus de la police économique. C'est-à-dire que quand je dégrade une cotation, je ne sanctionne pas une entreprise, c'est juste le reflet de la situation économique et financière à un instant donné de l'entreprise. Et en même temps, par ce biais-là, je protège les banquiers pour faire en sorte que les banquiers ne prêtent pas à des entreprises de mauvaise qualité, mettent en risque en fait leur crédit, parce que les dépôts font les crédits. Et vous voyez, enfin, en économie, rien n'est blanc et noir, tout est un peu en nuance de gris. Voilà. Si vous avez un peu et je l'espère, un peu d'argent sur votre compte courant ou voire sur vos livrets auprès de votre banque commerciale, vous n'avez pas du tout envie que votre banquier fasse n'importe quoi avec les fonds que vous avez déposés sur votre compte courant, que vous avez laissé sur votre compte courant ou que vous avez déposé sur vos livrets. Donc, je veux dire, c'est une sorte de police économique. Même chose quand on en arrive à décoter un chef d'entreprise qui, à plusieurs reprises, a déposé le bilan. Mais à plusieurs reprises, hein, parce qu'on a été plutôt maintenant, il y a le droit à l'erreur. Ça peut arriver. Enfin, je veux dire, on peut se prendre un choc externe. Mais quelqu'un qui est interdit de gérer, voilà. Honnêtement, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Donc, quelque part, on protège. On peut protéger les fournisseurs, on peut protéger les clients, on peut même protéger les salariés, finalement. C'est une sorte de police économique. Alors, c'est une sanction pour celui qui est concerné, mais c'est surtout une protection pour toutes les parties prenantes. Oui, une protection pour lui-même également. Mais absolument. Un refus de prêt, c'est une bonne chose. Voilà. Ça peut être une bonne chose. Et là, à partir de toutes les données que vous avez pu avoir du coup sur 2025, est-ce que vous avez un peu une projection ou une tendance qui va se produire là sur 2026 qui nous attend? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ou... Là aussi, en synthétique, je vais faire une page de pub. On a une publication qui est extraordinaire, une publication Banque de France, forcément, trimestrielle. Donc, je ne sais pas si vous les consultez, c'est les prévisions macroéconomiques de la Banque de France. Il y a l'équivalent d'ailleurs au niveau européen. Donc, c'est trimestriel, donc il y a une bonne fraîcheur de la donnée.
Les dernières datent du 15 septembre, les prochaines, ce sera le 19 décembre, donc voilà, dans quelques semaines. Voilà. Et à un instant donné, c'est vraiment la meilleure base de données que vous puissiez avoir. Et en plus, c'est une publication. Alors, ça ne se lit pas comme le Goncourt ou le Renaudot, hein, mais c'est toujours présenté de la même manière. Et en plus, vous avez des annexes avec toutes les datas qu'on a, toutes les hypothèses qu'on a injectées pour faire nos projections macroéconomiques. Donc, je vous invite vraiment à la consulter, même quand vous faites, par exemple, des BP pour les entreprises et vous dites, il va falloir que j'injecte des données, par exemple, le prix du pétrole. Bon, alors je ne dis pas que c'est ce qui va se réaliser, puisque en fait ce sont des projections, mais c'est des projections à 3 ans quand même. Et donc on met à un moment donné, on met les hypothèses de prix du pétrole en euros et en dollars, du gaz, des taux d'intérêt, des taux de change, vous avez toutes les projections à 3 ans. Si je reviens pour 2025, aujourd'hui on est sur nos projections de mi-septembre, on serait sur 0,7 de croissance du PIB en 2025 et 0,9 en 2026. Donc je dirais que c'est quand même pas joyeux, mais ce n'est pas non plus une récession. En début d'année, on était beaucoup plus inquiets que ça. Et en fait, le T3, tout à l'heure, j'en parlais, le T3, le troisième trimestre, il a été à 0,5 sur un seul trimestre. Je dirais que les 0,7, ils sont... Je pense que, voilà, je ne sais pas je ne vais pas spoiler ce qui va être annoncé par notre gouverneur le 19 décembre, mais le 0,7, il va être très facile à atteindre. Après, l'idéal serait plutôt à être autour d'un 5. Donc aujourd'hui, on est dans une croissance qui est plutôt à petite vitesse. On serait beaucoup plus à l'aise avec du 1,5, même nos finances publiques seraient plus à l'aise avec du 1,5. Mais ce n'est pas non plus catastrophique et c'est plutôt meilleur que ce que l'on espérait, en tout cas en début d'année. Donc ça peut rassurer nos clients dans les démarches d'investissement. C'est ça. Il y a encore des financements possibles, l'économie... Aujourd'hui, on mesure la performance, et vous venez de le faire, par le biais de la croissance du PIB. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs qui peuvent être... Est-ce que la croissance éternelle, je ne sais pas si vous y croyez d'ailleurs, c'est une question. Comment... Alors, je vois que vous essayez de me taquiner sur les indicateurs de croissance. Alors déjà, je suis d'accord je crois qu'il y avait une formule qui disait on ne tombe pas amoureux d'un indicateur de croissance. Voilà. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, c'est quand même extrêmement important. Et je rappelle quand même les définitions du PIB. Le PIB, ce n'est pas l'addition des valeurs ajoutées. Le PIB, c'est l'addition des valeurs ajoutées. Et pas, pardon, excusez-moi, je vous dis, le PIB, ce n'est pas l'addition des chiffres d'affaires, pardon, et c'est l'addition des valeurs ajoutées. Voilà. Donc c'est vrai qu'on pourrait contester le PIB si c'était l'addition des chiffres d'affaires. Par contre, quand j'insiste, l'addition des valeurs ajoutées, c'est vraiment la création de valeur. La création de valeur, c'est extrêmement important. Donc moi, je trouve que, franchement, le PIB, dans sa définition, si vous maîtrisez bien la définition, je trouve que c'est compliqué de trouver un indicateur qui soit plus global et plus pertinent. Donc moi, j'aime beaucoup cet indicateur et je trouve que la croissance, c'est quand même assez sympathique. Honnêtement, gérer, je ne sais pas, une réforme des retraites, par exemple, sans croissance. Gérer la réforme de nos finances publiques sans croissance. Voilà, on pourrait se poser pas mal de questions. On peut le retourner dans tous les sens. Il n'empêche que quand même une croissance raisonnée de 1,5 du PIB, j'insiste, addition des valeurs ajoutées, de la création de valeur ajoutée des chefs d'entreprise. Et cette valeur ajoutée, ils en font plein de choses. Ils payent bien sûr les salaires, ils payent les intérêts aux banquiers, ils autofinancent leurs investissements et ils payent les impôts de production. Voilà. Je trouve que c'est quand même un super indicateur. Donc, je ne suis pas pour casser le thermomètre. Et c'est toujours très compliqué quand on casse le thermomètre. Et si on gardait un thermomètre qui fonctionne bien, c'est déjà pas mal. Merci. Alors, on arrive sur la fin de l'interview. On a quand même quelques questions à vous poser, des questions plus personnelles, mais vous allez voir, c'est très facile à répondre, ou pas d'ailleurs. Si vous deviez recommander aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent actuellement, qui vous regardent, quel livre il faut avoir lu dans sa vie ou quel livre il faut absolument avoir lu ou posséder. Oh, oui, alors beaucoup. Dans les faits, moi j'ai toujours, je ne vais pas vous en conseiller un. J'ai toujours au moins 5-6 livres en même temps. Je lis plusieurs livres en même temps, selon un peu l'humeur du moment. Il y a des livres un peu faciles à lire, donc ça c'est quand un peu on veut se détendre, voilà. Et après j'ai toujours avec moi des livres un peu plus complexes. Par exemple, j'aime beaucoup la sociologie, donc j'ai quelques pavés de sociologues où là ça se lit moins, je dirais, moins facilement. Mais il faut toujours se mettre un petit peu de difficulté. Et voilà, donc j'ai toujours plusieurs livres et je lis pas mal quand même de livres sur l'Afrique du Sud. Je suis passionnée de l'Afrique du Sud et donc j'ai beaucoup de livres sur Mandela.
Donc voilà, s'il y a un livre au moins à lire, c'est au moins des livres sur la vie de Mandela qui est hyper inspirante. Super. Peut-être un film que vous avez vu, qui vous a marqué, que vous dites, ce film-là, il faut absolument l'avoir vu dans sa vie. Oui, alors là aussi, je dirais que j'en aurais plusieurs. Hein, les films, c'est pas toujours évident, voilà. Mais ouais, je dirais plus aussi il y a des films sur l'Afrique du Sud. Je suis désolée, qui m'ont passionnée, que j'ai souvent regardé quand j'allais en Afrique du Sud. Et donc sur toute cette période de Mandela et de la nation arc-en-ciel, il y a eu beaucoup de films sur cette période-là. Et voilà, là aussi, regarder ces films, et je trouve qu'à chaque fois, moi, j'en ressors galvanisée sur ce que l'on peut faire, hein, même dans des conditions extrêmement compliquées. Et une dernière question, On connaît déjà la réponse. Ouais, et je pense qu'on connaît déjà la réponse, mais si vous deviez choisir une personnalité de votre choix, mort ou vivante, pour un dîner, qui vous choisirez? Oui, alors voilà. Donc, alors objectivement, j'hésite entre deux, entre Christine Lagarde et Nelson Mandela. Et Nelson Mandela aussi parce que ça a guidé un peu, je dirais, ma vie pro et perso depuis que je suis toute petite, avec une formule que j'ai trouvée extrêmement brillante. C'était « je ne perds jamais ». Soit je gagne, soit j'apprends. Et j'adore cette formule, je la répète à l'envi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et j'aime bien cette formule parce que quand il démarre, on se dit il est très prétentieux, je ne perds jamais. Voilà, soit je gagne, on dit mais il est quand même très prétentieux. Et après, il dit, soit j'apprends, et là on voit cette grande modestie, et ça c'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.